Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui, une nouvelle mini-review où on va parler d'un pédiatre, d'un détective et d'une souris à grandes oreilles. Je vais donc commencer avec les deux premiers tomes des Enfants d'Hippocrate. Ce manga est édité chez Mangetsu et est écrit ainsi que dessiné par Higashimoto Toshiya, qui a également fait Le Bateau de Thésée, qui est une série que je vous recommande très fortement. Mais on n'est pas là pour parler de ce type. Mako Suzuzaki est un jeune pédiatre qui adore son métier, bien que tout ne soit pas rose. Rassurer les familles, déceler les maladies, tout en faisant lui-même face aux aléas de la vie. Tel est le quotidien de Mako, qui se dévoue corps et âme pour aider ses jeunes patients. Dans ce tome 1, on nous présente Mako avec ses passions et son métier qui est la pédiatrie, et on sent qu'il le fait avec passion contrairement à ses collègues qui font juste leurs heures et c'est tout. Dans ce tome 1, on enchaîne les histoires qui pourraient très bien être des histoires individuelles, tandis que dans le tome 2, nous avons un fil rouge. Car en fin de tome 1, Mako reçoit une lettre de son père qu'il n'a pas vue depuis des années, et ce sera le fil rouge de notre tome 2. Dans ce tome 2, on va du coup avoir des aspects plus personnels de Mako, étant donné que, comme je l'ai dit précédemment, son père va essayer de le retrouver et essayer de tisser des nouveaux liens avec lui. Ce qui ne nous empêche pas pour autant d'avoir, comme dans le tome 1, des enchaînements de patients où on a plusieurs petites histoires en plus du fil rouge avec son père. Nous avons ici un récit touchant et qui sort de l'ordinaire, de type seinen tranche de vie, et qui est très bien écrit et très bien construit. On s'attache aux personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, car on prend toujours le temps de nous mettre en situation pour les événements qui se passent par la suite. Côté dessin, ils sont vraiment sublimes, que ce soit côté personnage ou au niveau des décors. J'ai lu ces deux tomes en une traite, j'attends énormément le tome 3 pour voir où l'histoire va nous mener. J'en ferai sans doute une review, mais plutôt sur Instagram, où je vous dirai la suite au fur et à mesure. Je ne peux que vous recommander ce petit bijou qui est Les Enfants d'Hippocrate, sorti chez Mangetsu. Achetez-le. Pour ce récit, je vais vous parler d'un éditeur dont j'ai déjà parlé dans la mini-review numéro 1, qui est évidemment Black River. Ils nous ont sorti une dinguerie qui mélange l'univers de Conan Doyle, c'est-à-dire Sherlock Holmes, et Lovecraft, qui est tout ce qui tourne autour de Cthulhu et tout ça. Je ne peux pas m'avancer plus car je ne connais pas l'univers de Lovecraft, c'est un tort sans doute. Mais du coup, revenons au récit et je vais vous parler de Une étude en émeraude. Donc, comme je le disais juste avant, c'est édité chez Black River, chez nous, du coup, en VF, et Dark Horse en VO. À la base, ce n'est pas un comics, mais une nouvelle qui est écrite par Neil Gaiman, l'auteur de Sandman, comme le petit macaron nous le dit ici. C'est très discret, hein. Prenez-en de la graine, les autres éditeurs. Et ça a été dessiné ainsi que adapté, réadapté pour le format comics par Raphaël Albuquerque. Et c'est parti. Face à un étrange assassinat d'horreur cosmique, un détective de génie et son partenaire sont appelés à l'aide. Dans un monde où Sherlock Holmes et Cthulhu cohabitent, ce mystère surnaturel conduira les deux enquêteurs de Baker Street jusqu'au palais de la reine afin de résoudre un meurtre transcendant le genre humain. Du coup, ce récit réussit haut la main à faire cohabiter les deux univers et ce n'était pas gagné. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ça fonctionne super bien. L'univers de Lovecraft, je connais absolument pas et au contraire, ça m'a donné envie de découvrir un peu plus car c'est vraiment très effleuré dans le récit en fait. Juste pour vous expliquer, c'est une étude en émeraude car le sang retrouvé sur la scène de crime est vert, d'où le émeraude. Pour la couleur verte évidemment, mais du coup c'est ce qui nous rapproche vers l'univers de Cthulhu, étant donné qu'on a le médecin qui est le second du détective du coup, a rencontré une étrange créature. Alors je peux vous le montrer, étant donné que c'est dans les premières pages.
Et en fait, du coup, c'est plein de petits clins d'œil qu'on a par-ci par-là dans le récit, plus pour l'univers Lovecraft. Car l'univers vraiment développé dedans, c'est plus l'univers Sherlock Holmes. Côté dessin, rien à dire, on a un crayonné qui donne tout son charme au récit, et les couleurs qui sont sombres et qui donnent un côté un peu macabre. À la fin du récit, on a un twist qui est assez surprenant et inattendu. J'ai qu'une chose à dire, lisez ce comics, que vous soyez fan que d'un seul univers ou des deux, ce récit est vraiment excellent. Enfin, passons au dernier récit de cette vidéo, qui est un récit de la souris aux grandes oreilles, Mickey et l'océan perdu. Il est édité chez Glénat, scénarisé par Denis-Pierre Philippi et dessiné par Silvio Camboni. Dans ce récit, nous avons Dingo, Minnie et Mickey qui sont dans un univers steampunk et qui sont des récupérateurs de ressources qui vont chercher dans des épaves de vaisseaux de guerre. Un jour, ils répondèrent à une annonce qui consistait à récupérer un cube étrange dans les profondeurs de l'océan. Et en fait, il s'avère que c'était une sorte d'entretien d'embauche pour voir s'ils en étaient capables et pour leur demander de récupérer de quelque chose d'encore plus incroyable qui est dans des profondeurs encore plus profondes dans l'océan. Et bien sûr, ils peuvent compter sur Patibulaire pour leur mettre des bâtons dans les roues lors de leur quête. Côté scénario, c'est vraiment pas exceptionnel, mais on a un Mickey qui est dans un univers steampunk et franchement, le fait de ne pas le voir dans l'univers enfantin qu'on connaît tous, et ben ça fait du bien et ça donne un coup de jeune et un nouveau souffle pour Mickey. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Personnellement, j'ai trouvé le récit très, voire trop rapide à mon goût, car on a une introduction des personnages qui est assez lente, et en fait, la résolution du problème qui se situe dans le récit, du coup, et ben en fait, se fait très rapidement. Pardon. On a une mise en place des personnages et tout ça pendant une bonne moitié du récit, et toute l'autre moitié est pour la problématique et la résolution. Ce qui est un peu rapide à mon sens. Un des twists qu'on a dans le récit qui se situe à peu près au milieu, il n'a pas marché sur moi, j'ai réussi à le deviner à l'avance, mais après ça c'est un ressenti et un avis personnel. Malgré les défauts que je viens de citer, l'histoire reste cohérente et sympathique à lire, évidemment. Côté dessin, par contre, il n'y a rien à dire. C'est une claque monumentale, c'est précis, c'est détaillé, le crayonné est parfait, et les planches en double page nous explosent à la figure, et franchement, j'adore ça. Pour vous donner un aperçu, voilà, je vais pas trop en montrer pour ne pas trop dévoiler l'histoire. Bref, si vous souhaitez un récit de Mickey qui est vraiment très sympathique, je vous recommande très fortement Mickey et l'océan perdu, qui est un récit vraiment chill et avec des dessins incroyables. Voilà qui va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des récits et quel est votre avis. Ça m'intéresse de voir si on a à peu près les mêmes avis sur les récits ou si on n'est pas d'accord sur certains points. N'hésitez pas à me dire aussi si les présentations des récits que j'ai faites vous ont donné envie de les lire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!